chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission, cette édition bien sûr sur votre chaîne YouTube Teouti Sekem. Teouti Sekem, dorénavant c'est votre chaîne YouTube où vous allez liker, bien sûr posez un petit commentaire en fonction du sujet, votre entendement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un être particulier, une personne unique. Bien sûr, nous allons vous plonger dans un sujet fascinant et surtout profond qui porte sur l'âme même de la pensée africaine. Il s'agit d'une grosse interrogation, à savoir pourquoi la femme est-elle l'incarnation du sacré dans la pensée africaine? Pourquoi la femme est-elle l'incarnation du sacré dans la pensée africaine? Pour répondre à cette question, il faut déjà rappeler qu'en Afrique, le concept du sacré n'est pas seulement limité aux divinités et aux lieux saints. Il s'étend à des éléments de vie quotidienne, de la vie quotidienne, à des êtres humains et en particulier la femme. La femme ici occupe une place unique dans cette vision sacrée. Il faut dire que la femme, toujours elle est le lien entre le monde terrestre ou bien disons le monde visible et invisible. C'est-à-dire elle donne vie, elle est également fertile. Et pour avoir d'amples explications et surtout entrer dans les profondeurs, dans les méandres même de cette pensée africaine, nous sommes accompagnés de notre frère Tot que nous allons introduire au tête. Pour bien comprendre cette grosse interrogation liée à la femme et surtout à la pensée africaine ce jour, surtout que nous savons que c'est une dame, c'est une femme, celle-là, elle est sacrée. Nous sommes accompagnés de notre oncologue. Il est également égyptologue, enseignant même des universités. Nous allons bien sûr dire Otep à notre frère Tot. Otep. Otep Mahat, Otep à tous les sœurs de combat, Otep à tous les frères de combat. Otep à notre technicien souverain. Et surtout, bienvenue sur Teouti Sekem. Aujourd'hui, il faut le dire ainsi, dans cette toute autre édition, nous allons explorer les différentes facettes de cette sacralité de la femme en Afrique en nous appuyant bien sûr déjà sur la cosmogonie. On va aller dans le monde entier et en particulier dans l'humanité tout entière et les différentes facettes. Comment est-ce que la femme, on la traite de fertile? La femme est celle-là même qui est la porte entre le monde visible et invisible. La femme est toujours elle, celle qui est l'âme, le pivot de la vie sociale. Ce sont autant d'interrogations pour répondre à notre question essentielle, qui est celle de savoir pourquoi la femme est l'incarnation du sacré dans la pensée africaine. Alors, frère Tot, quand on sait que la femme, elle est, disons, l'âme de la communauté, nous allons d'abord revenir sur la genèse, n'est-ce pas? C'est-à-dire au niveau du monde. Et on va bien sûr plonger au sein de l'humanité. Oui, tout à fait. L'Afrique a une approche particulière et c'est la compréhension la plus ancienne du monde, puisque c'est le premier peuple qui a vécu sur Terre et tous les autres peuples dérivent du peuple noir. Et par conséquent, les premières cosmogonies sont africaines. Et ces cosmogonies sont fondées sur une logique matriarcale, d'après ce que nous dévoile l'univers. L'univers, tel qu'il se dévoile à nous montre que toutes les formes qui existent sortent du cercle ou de la sphère. Et dans le symbolisme géométrique et sacré, dans la géométrie sacrée, le cercle est le symbole qui renvoie à la totalité, qui renvoie à la matrice. Et donc, l'incarnation est la femme. Parce qu'en son sein, la femme a l'utérus,
En son sein, la femme a les ovaires qui sont circulaires, elle a les ovules qui sont circulaires. Et l'ADN de la femme, parmi les deux ADN qu'elle a, elle a l'ADN mitochondrial qui est particulier à elle et c'est un ADN circulaire. L'ADN nucléaire est par contre linéaire, rectiligne. Et donc, cette symbolique circulaire caractérise la dimension androgyne de la femme. Que nous entendons par androgyne le cercle qui rassemble les deux polarités. La polarité de gauche, la polarité de droite. La polarité du haut, la polarité du bas, la polarité de l'avant et la polarité de l'arrière. Et tout ça est rassemblé dans un cercle qui lui-même a au centre de lui un point. Et ce point est donc la porte d'entrée qui chez la femme est le vagin, qui est la porte qui conduit vers l'utérus, lequel utérus, dans nos langues traditionnelles, notamment chez nous les écans, les bétis, on appelle ça komo, c'est-à-dire ce qui fabrique et qui façonne le bébé, c'est ça qui façonne le bébé dans le ventre. Et chez les pharaons, ils disaient kema. Kema, quand on dit kematef, c'est qui devient à partir de soi-même. Donc quand on dit kema, c'est faire, former, produire. Donc, chez les Baka, ils parlent de combat, comme le nom désignant Dieu chez les Baka. Et nous vous rappelons que les Baka sont les peuples les plus anciens d'Afrique. Et d'ailleurs, tous les autres peuples sont issus d'eux. Et c'est encore eux aujourd'hui qui détiennent les arcanes, les rites les plus archaïques, les plus anciens de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle les vrais parmi ceux qui sont encore ancrés dans la tradition Baka, pure et authentique, ce sont les personnes les plus fiables en ce qui concerne la voie initiatique. Par conséquent, cette logique circulaire qui se retrouve aussi dans l'univers sous forme de planètes, sous forme d'astres, notamment le soleil est circulaire, a une apparence circulaire, la lune a une apparence circulaire, la terre a une apparence circulaire, Jupiter, Mars, Saturne, toutes ces planètes-là ont des apparences circulaires. Donc la circularité est le symbole du sacré par excellence. Et cette même circularité aux spirales qui se dévoile même à travers le mouvement du vent, notamment au-dessus des mers, on voit comment le vent se déploie sous forme de spirale. Même la position du bébé dans le ventre, c'est sous forme de sphère ou sous forme de spirale, parce qu'il est accroupi comme ça, la tête au niveau des genoux, etc. Et c'est lorsqu'il sort que la tête est basculée vers le bas ou alors les pieds sont basculés une fois que la porte est ouverte. Donc, ce symbole de circularité se manifeste aussi sur l'anatomie de la femme, à savoir ce que les bébés aiment sucer la main. Avant que le bébé ne suce, c'est nous qui suçons d'abord ça. Maintenant, quand les bébés arrivent, ils vont commencer à discuter nos choses. Bon, on la laisse quand même que bon, faut survivre. Nous, on suce, on n'a pas besoin que le laisse. C'est pour un petit temps. Oui, le bon petit massage qui stimule les nerfs, les neurones et qui prépare la porte des étoiles à accueillir le pilon. Donc, effectivement, la forme même de la femme, quand on voit la forme, vraiment, je ne vais pas entrer dans les secrets des secrets. Chaque homme, quand il est avec sa femme, lui-même, il observe ses rondeurs, etc. Donc, au-delà de ça, il y a donc la structure même de l'univers. Quand on parle des galaxies, et on parle d'abord des systèmes solaires, on parle des galaxies, des amas d'étoiles, c'est toujours sous forme spiralée. Et quand on représente même l'univers dans son sens global, il est présenté comme une sphère. Donc, la forme circulaire est la forme du sacré par excellence. Et la personne qui incarne ces formes sur le plan humain, bref, même sur le plan général, même animal, c'est le féminin. Parce que même les plantes produisent des œufs, qu'on appelle les fruits. Donc, les animaux pareils, parmi lesquels les humains, parce que l'homme aussi fait partie des animaux, mais qui a une classe assez particulière. Donc, nous observons cette circularité même dans le monde minéral. Hein, il y a des pierres rondes quand nous voulons. Et ces pierres, généralement, sont utilisées
dans certains rites particuliers de recharge, Et on sait qu'au niveau de la recharge, c'est la femme qui recharge même généralement tout et tout ça. Donc, la circularité dans la géométrie sacrée et la spirale dans la géométrie sacrée renvoie donc à la première manifestation de la divinité. Et cette forme géométrique regorge toutes les formes, notamment la ligne droite, le triangle, le rectangle, le carré, le trapèze et tous les polygones réguliers, et y compris les polygones irréguliers. Tous ces figures géométriques figurent à l'intérieur du cercle. Donc, sur le plan cosmogonique, la femme est donc présentée comme cette androgyne primordiale qui rassemble non seulement le symbole sacré sur le plan de la géométrie sacrée, mais en plus les deux ADN, l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire. Et quand on écrit, généralement même l'affaire des gamètes, on met XX pour les gamètes femelles et on met XY pour les gamètes mâles. Vous allez remarquer que le X réapparaît au niveau des gamètes mâles. Et vous allez remarquer que le Y lui-même, il a perdu un pan d'en bas qui était X toujours, mais qui est devenu Y. Donc, cette symbolique montre à suffisance que la femme est en réalité un être androgyne. En plus de ce que elle a, ce que l'homme a. C'est-à-dire que la femme a un pénis, chez elle c'est son clitoris. Hein? Et donc, mais elle a ce que l'homme n'a pas. Elle a le vagin que l'homme n'a pas. Elle a l'utérus que l'homme n'a pas. Elle a les os dans le ventre que l'homme n'a pas. Et quand on dit que la vie sort des os, mais c'est évident, avant que le bébé ne naisse. D'ailleurs, ce bébé se développe au sein des os. La poche d'eau qui est dans le ventre de la femme. Et une fois que cette poche d'eau se perce, c'est déjà pour annoncer que, comme il pleut là, c'est la vie qui descend. Donc voilà, tous ces symboles, on ne va pas s'étendre davantage, en précisant d'ailleurs que chez l'homme, il n'y a que l'ADN nucléaire. La femme a l'ADN nucléaire, mais la femme a ce que l'homme n'a pas. Donc, ce caractère androgyne de la femme montre à suffisance que, contrairement à ce que les pseudo-écrits sacrés des peuples hébraïques ou asiatiques, qui voudraient que la femme sortait de la côte de l'homme, la vérité scientifique, cosmologique et phénoménologique nous démontre à suffisance que c'est plutôt l'homme qui sort de la femme. Tout à fait. Voilà. Donc, comme l'homme sort de la femme, effectivement, la femme devient donc le commencement et la fin. Le commencement même au niveau de l'émanation de la vie, de la manifestation de la vie. Le commencement au niveau de l'entretien de la vie. Le commencement au niveau de l'éducation de base. Le commencement au niveau de la protection. Maintenant, elle est le parachèvement à quel niveau? Elle est le parachèvement parce qu'une fois qu'elle a donné la vie, c'est elle seule qui maîtrise mieux, qui est appelée à mieux maîtriser cette vie. Et généralement, la prochaine mère de son fils, s'il s'agit d'un fils, ça sera la femme de son fils que la mère prendra le soin de former afin que son fils soit toujours à l'abri de certaines choses et qu'il soit sous une bonne protection. Donc, et même pendant les rites d'initiation, etc., on va y arriver. Mais au niveau de la cosmogonie, comme on le disait, la femme est la manifestation de la divinité. Voilà ce que dit la pensée africaine. La femme est la manifestation de la divinité. Étant entendu que la divinité n'a pas d'apparence à la base, n'a aucune forme spécifique et peut prendre toutes les formes, mais quand on dit la femme, nous entendons le féminin dans tous les sens, c'est-à-dire la femme chez les humains, la chèvre, la lionne, la panthère, la chienne, l'arbre féminin. Et je ne sais pas, même dans les minéraux, il y a toujours des formes circulaires qui renvoient toujours au féminin. Donc tout ce qui est féminin précède tout ce qui est masculin. Et le masculin est symbolisé par la ligne droite, c'est-à-dire la forme du pylône, la forme de la ligne droite, la forme de l'obélisque, la forme du pylône, comme pile aussi les dieux avec, et que sais-je encore. Et donc c'est aussi la forme de l'épée et la forme du pistolet. Voilà. Donc, alors que chez la femme c'est le mortier, c'est
D'ailleurs, ce mortier, c'est ce mortier qui rassemble d'abord en tant qu'œuvre, qui rassemble tout et qui libère. Maintenant, ce mortier est aussi prêt à recevoir à nouveau pour recommencer le même processus. Mais sauf que à la base, ce mortier n'a pas besoin de recevoir parce qu'il a déjà tout en lui-même. Donc c'est au niveau de la différenciation des formes que l'homme est né. C'est-à-dire l'homme surgit de la femme au niveau de la différenciation des formes. Parce que l'univers fonctionne comme un système de miroitement. C'est-à-dire, à travers la lumière spatiale, le regard se voit et ce regard laisse transparaître une image qui lui ressemble. Et à travers le désir de fusionner avec cette image, la vie commence donc maintenant à se perpétuer. Donc, le système de miroitement, c'est ça qui a donné le système des malheurs. Parce que l'envie d'abord de se manifester a fait en sorte que les formes apparaissent. Mais ces formes apparaissent et commencent donc à se mirer elles-mêmes. À travers ce système de miroitement, il y a donc des dédoublements, des émanations qui font en sorte que la nature originelle produit une nature qui peut être pareille mais qui est particulière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque homme, chaque existant est particulier, unique en son genre. Oui. Donc, dès la base, ce principe de dédoublement reproduit le même mais un même qui rassemble autre chose. Et c'est d'ailleurs cette autre chose qui donne l'envie de vouloir s'unir, de vouloir découvrir, etc. D'où la naissance du désir, la naissance du plaisir, dont les deux concepts eux-mêmes sont à la source de la créativité, à la source de la procréation, etc. etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le plan cosmologique en ce qui concerne la figure féminine et au sens global, c'est-à-dire que dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, et la femme en particulier en ce qui concerne les humains. D'accord. Ainsi va la vie. Justement, on parle de la vie. Ce sera notre deuxième préoccupation pour répondre à la question centrale. Pour ceux qui viennent de prendre, bien sûr, cette édition sur Théotie et Sekem, sachez que c'est notre troisième production. Le thème, certainement, il va s'afficher au bas votre petite vidéo. Mais je rappelle quand même pourquoi la femme est-elle l'incarnation du sacré dans la pensée africaine. Et la deuxième question, Fayton vient tout à l'heure de mentionner plusieurs dimensions de la femme. Je retiens d'ailleurs déjà une dimension qu'il a si bien expliquée au niveau des chromosomes, c'est-à-dire l'accent scientifique. Je m'en vais du côté de la biologie pour dire que la femme a un don unique de concevoir. Porter et accoucher d'un enfant, cette capacité pour la femme est considérée comme un don divin. Un miracle de la nature, il faut le marteler, qui relie directement la femme à la force créatrice. Elle crée. Mais tout avant, en Afrique, il faut rappeler que la naissance d'un enfant est célébrée comme un événement sacré. Quand je dis sacré, car il assure la paternité de la famille et la communauté tout entière. Et la femme, en tant que porteuse de vie, est vue comme un canal par lequel la vie divine se manifeste dans le monde terrestre. Je m'aurais posé la question à frère Todd. La femme comme symbole de vie et de fertilité en relation avec la conception. Quel est votre sens? Quelle est votre pensée? Déjà, il y a ce qu'on appelle la mère cosmique. Oui. Et la mère cosmique regorge en son sein toutes les potentialités d'existence. Donc cette mère cosmique n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit. La réception naît lors de la différenciation des formes. Et une fois que les formes semblables à la base se sont différenciées et l'autre forme émanant de la première revêt des particularités, oui. C'est sur la base de ça que les mélanges, c'est net comme l'œuf se développe dans le ventre de la femme. L'œuf se divise d'abord, après s'unit encore pour produire encore 4, les 4 s'unissent encore pour produire 8, les 8 s'unissent encore pour produire 16, les 16 s'unissent pour produire 32. C'est la méiose. Voilà, donc à chaque fois il y a toujours, une fois qu'il y a différenciation, oui. Il y a désir de s'unir.
Et c'est comme ça que la féminité originelle, qui est la manifestation de la divinité, en se différenciant, a produit le masculin. C'est-à-dire que l'ADN nucléaire est sorti et a produit quelque chose de particulier. C'est-à-dire un humain avec un pilon dressé et beaucoup plus développé. Parce que il fallait bien que le mortier soit capable de recevoir quelque chose. Donc, c'est comme ça que l'homme naît. Et une fois l'homme naît, il est donc face maintenant à son image, qui est l'image de la mère. Oui. Hein? Bon, maintenant, on va nous demander que le premier homme qui est né là, il a fait comment? Est-ce qu'il a pilonné sa mère? Là, maintenant, ce sont les mystères de l'univers. Là, ce sont les mystères de l'univers. De même que la femme pouvait toujours se dédoubler, la femme originelle pouvait se dédoubler en 4, c'est-à-dire 2 mâles et 2 femelles. Et là, maintenant, le phénomène de reproduction s'engage. Parce que la réception, la conception ne devient significative que lorsqu'il y a eu une différenciation originelle. Parce qu'à la base, tout est enfermé dans une matrice. C'est à l'intérieur de cette matrice cosmique que toutes les potentialités d'existence reposent. Et donc, une fois, il y a donc dédoublement, il y a donc recomposition pour produire mâle et femelle. Parce que le mâle et la femelle sont déjà inclus dans cette matrice-là. C'est ça qu'on appelle la polarité. Donc, les autres appellent ça en philosophie ou en épistémologie l'unidualisme. C'est-à-dire que les deux polarités sont unies, sont rassemblées dans une sphère. Très bien. Voilà. Et une fois donc qu'il y a différenciation, cette différenciation s'accentue beaucoup plus au niveau de la rectilinité. C'est de là que naît le masculin. Alors que le symbole de la singularité est conservé par la femme. Et elle conserve les deux ADN, elle conserve les deux polarités en elle. L'homme maintenant récupère une polarité qui se développe plus chez lui. Et la femme qui sort par la suite conserve aussi une polarité qui se développe plus chez elle. Donc, on va constater que la polarité la plus développée chez le masculin, c'est la polarité de la flamme, de l'agressivité, de la conquête. Alors que la polarité ou de l'électricité, la polarité qui se développe beaucoup plus chez la femme, issue aussi de cette différenciation, c'est la polarité de l'attraction, de la conservation, de la préservation, de la douceur, etc. Donc on est dans deux polarités issues de la matrice originelle. Oui. Voilà. Et par conséquent, il y a donc recomposition pour multiplier donc, les existants. Mais au niveau de la recomposition, la femme devient donc, elle agit donc en conséquence sur la base de ce magnétisme qu'elle incarne en réalité. Elle devient donc la conceptrice, c'est-à-dire celle qui reçoit, celle qui donne forme. Parce que l'homme donne juste le potentiel génétique. La femme elle-même aussi a sa part de potentiel génétique qui est même plus élevé que le potentiel génétique de l'homme. Donc, en plus de faire fusionner les deux potentiels génétiques dans son sang, elle a maintenant le laboratoire, le fabricateur. Elle a Dieu dans son sang. C'est ça qu'on appelle homo luteus. C'est ça le Dieu dans la réalité. Et c'est pour ça qu'on dit la mère est la déesse dans la maison. Le père est le Dieu, mais même la mère, elle a d'abord sa déesse, mais avant d'être la déesse des enfants. C'est la raison pour laquelle on va y arriver au niveau de la protection pour expliquer comment ça se passe. Donc, la conception s'opère grâce à celle qui est capable de recevoir cette énergie-là. Parce qu'elle est disposée. En son sein, elle a un utérus qui va donc produire les os et qui sera donc favorable. D'ailleurs, avant ça, il faudra la période de descente des os, c'est-à-dire la fertilité. Hein? Quand on dit que, bon, maintenant, elle est en chaleur. On n'aime pas employer cette expression parce qu'on dit que ce sont les animaux qui sont en chaleur. Et pourtant, même la femme est en chaleur. Quand ça commence à chauffer là, elle change le soir là, elle a l'habitude de se laver, c'est vrai, mais elle prend un bain particulier et elle met une tenue très très provocatrice. Pour te faire comprendre que même si tu es le pire des idiots, il y a quelque chose qui se passe et qui doit se passer. En fait. Donc,
une fois cette disposition prise, on comprend qu'elle est disposée, que c'est la bonne période pour... D'ailleurs, c'est vrai, aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, on veut le faire à tout moment. Mais les anciens, les femmes étaient disposées pendant cette période-là. C'est la période-là où elle est plus excitée, elle est plus à même à concevoir, à recevoir son partenaire, etc. Et d'ailleurs, la sexualité dans la partie africaine n'a jamais été une partie de plaisir. Ça a toujours été une partie utile, soit pour la procréation, soit pour la protection, soit pour la régénération. La sexualité est devenue une partie de plaisir chez les peuples occidentaux et asiatiques. D'ailleurs, quand je dis asiatique, c'est aussi par but de langage, parce qu'ils ne pensent pas que les Japonais prennent le sexe comme un jeu. Les Chinois non plus. Non. Mais c'est l'Europe essentiellement qui a commencé à réduire le sexe à une partie de plaisir. Donc, la conception s'opère lorsque la femme est en période de fertilité. Et une fois cette période entamée, le partenaire peut donc venir déverser son patrimoine génétique qui va fusionner avec le patrimoine génétique de la femme et le processus de fabrication s'opère. En fait, il y a des gens qui disent que Dieu fabrique les... Dieu, dans le monde là, ici, c'est la femme. C'est ce qui est dans le ventre de la femme, c'est l'utérus. Il faut que les gens comprennent ça. C'est l'utérus qui donne les formes que nous avons là. Donc quand tu vois d'abord l'utérus comme ça, avec les deux, après le truc là, c'est ça qui facile donne la forme. C'est le grand génie que la divinité suprême a mis dans le ventre. En fait, c'est ça que la femme a hérité de la divinité suprême quand elle est sortie de la matrice. Parce qu'elle aussi, elle est sortie de cette matrice originelle qui est la mère de l'univers, autant que l'homme est sorti de cette matrice-là, qui est la mère de l'univers. Donc il y a une mère originaire qui a produit donc une soeur et un frère. Et les deux ont commencé maintenant à le jeu, la danse du coq et de la poule, la danse nuptiale. Et par conséquent, on appelle ça aussi la danse sacrée. C'est suite à cette danse sacrée qu'il y a donc une perpétuation de l'espèce. Donc, cette conception s'opère à 9 degrés, et que les autres appellent 9 mois, et reproduit les 9 niveaux de manifestation de la divinité qu'on appelle chez nous les néates. Parce que on a le soleil qu'on appelle Ra, on a Chou qui est le souffle, on a Tefnou qui est l'eau, on a le Soli, Geb, et on a Nout, c'est-à-dire l'esprit. Et ensuite, on a la fertilité, on a qui est incarné par la déesse Isis. On a aussi donc un couple fertile, Osiris et Isis, mais chacun avec des caractéristiques particulières. Isis étant comme l'âme divine qui s'est incarnée dans la matière et qui a pour but de réanimer la matière pour la ramener vers l'immortalité. Donc Osiris est donc cette matière qu'il faut réanimer. Mais en tant qu'homme, Osiris est donc l'incarnation du masculin dans le monde physique et Isis est l'incarnation du féminin dans le monde physique. Maintenant, on a un autre couple. En fait, Isis et Nephthys sont l'incarnation du féminin. On a une autre entité qu'on appelle Seth qui incarne le désordre, la stérilité et le désert. Tout ce qui est chaos. Voilà. Et donc, le rôle maintenant des 4 divinités qu'on appelle Osiris, Isis, Seth et Nephthys, c'est de recréer les équilibres cosmiques sur Terre, dans le monde matériel. Et pour recréer ces équilibres cosmiques, il faut qu'il y ait une progéniture. Mais le problème, c'est que Seth n'engendre pas. Seth ne fait pas des enfants. Celui qui fait les enfants, c'est Osiris qui fait les enfants. Donc Osiris fait les enfants fait un enfant avec Isis, qu'on appelle Horus. Mais comme Nephthys ne peut pas avoir d'enfant parce que Seth est stérile, Osiris la prend maintenant comme deuxième épouse et fait le deuxième enfant qu'on appelle Anubis. Antu, Mbou. Donc voilà les deux fils d'Osiris, Horus et Anubis. Et Osiris est donc le symbole de l'âme mortelle qui est appelée à accéder à l'immortalité à travers l'épreuve de la mort. Oui.
Maintenant, cette épreuve de la mort est manifestée par qui? Elle est manifestée par la divinité Seth, qui est dans l'incarnation du désordre, de la destruction, des épreuves, etc., etc. Et une fois Osiris confronté à cette épreuve, il y a la déesse Isis qui est l'incarnation de l'immortalité et qui a garanti donc l'immortalité à Osiris. La conception s'opère donc en 9 progressions, tout comme il y a 9 manifestations, degrés de manifestation de la divinité, partant de la lumière, le feu, jusqu'à la dimension matérielle. Nous avons donc le soleil qui en même temps est la lumière et le feu. Ensuite, nous avons, ça fait 1, nous avons l'air ou le souffle, ça fait 2, nous avons l'eau, ça fait 3. Mais avant même ce soleil et ce feu, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Voilà. C'est ça qu'on appelle Nout. Ça fait 4. Et ensuite, on a le solide, c'est-à-dire la Terre, ou alors les autres planètes. Tout ce qui est solide est incarné par ce qu'on appelle Geb. Donc, nous avons le feu, lumière, Ra. Mais avant ça, nous avons l'esprit, Nout. Ensuite, nous avons Chou. Ensuite, nous avons Tefnout. C'est-à-dire Chou, l'air. Nous avons Tefnout, l'eau, qui est toujours incarné par la femme. Nous avons donc le solide qui est la terre. Voilà 5 déjà degrés de manifestation. C'est aussi les 5 niveaux d'incarnation de l'esprit. C'est-à-dire que quand l'enfant, le bébé prend forme à partir de ces 5 progressions-là. Maintenant, ces 5 progressions recèlent aussi 4 états psychologiques. C'est-à-dire 4 missions de l'âme ou 4 états d'âme, s'il faut expliquer ça comme ça. Le premier état d'âme, c'est l'état chaotique, désordonné et immature, qui est incarné donc par 7. Là, nous sommes déjà au 6e degré de manifestation. Ensuite, l'autre niveau, c'est la préservation et la conservation incarnée par Nephthys. Ça fait 7. Ensuite, nous avons la progression 8, qui est la progression de la transformation, de la sublimation et de la régénération, qui est incarnée par Isis. Et nous avons 9, la dimension immortelle, c'est-à-dire qui repose toujours au cœur de la matière et qui doit donc être sublimée par la déesse Isis. Et cette dimension immortelle, on l'appelle Osiris. Donc nous avons donc ces 9 progressions qui montrent les 9 progressions du fœtus au sein du ventre. C'est-à-dire que le fœtus s'incarne d'abord de l'esprit vers la matière et arbore donc ces 4 états d'être. C'est pour ça qu'à la base, vous voyez l'enfant, le nouveau-né, il incarne un esprit de 7. Voilà, quand il commence à ramper au marché, il casse tout, il casse les verres, il casse les assiettes, il déchire les cahiers, il fait... C'est après maintenant, à travers la discipline maternelle, c'est-à-dire la protection, la préservation, la sublimation, la transformation, c'est à travers cette éducation maternelle que le principe Osiris en lui, qui est le principe de la stabilité et de l'immortalité, est donc développé pour que cet enfant devienne un enfant adulte, et un enfant discipliné, un enfant intelligent et un enfant sage. Donc, voilà les 9 progressions qui font en sorte que le fœtus, quand il naît donc avec ce potentiel en lui, le potentiel des 9 progressions. C'est pour ça qu'il y a 9 mois de gestation. Ces 9 mois de gestation permettent donc à l'enfant de mûrir, de devenir mature. Et une fois qu'il naît à 9 mois, et il est déjà, bien évidemment, cela doit aussi être accompagné d'une alimentation appropriée parce que la femme ne mange pas n'importe quoi pendant qu'elle est enceinte. Ou tout au contraire, elle doit aussi se nourrir des choses particulières pour renforcer l'enfant et pour le préserver des énergies négatives, etc., etc. Donc, il y a une disposition psychologique, une disposition diététique et même une hygiène sexuelle parce que en réalité, quand la femme a déjà conçu, les affaires de pilonnage, là, ça doit d'abord attendre. Donc, mais comme les femmes d'aujourd'hui, elle va te dire que non, tant que je peux pas encaisser le pilon, donc même si ça a 6 mois ou 7 mois, il n'y a pas de problème. Mais moi je dis, je conseille aux jeunes filles, quand tu as conçu, le premier mois jusqu'au 2e mois, à partir du 3e mois, tu arrêtes la sexualité. Jusqu'à ce que tu mets au monde, tu allaites pendant peut-être un an. C'est après maintenant cette période-là que tu peux reprendre. Voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle les sociétés africaines traditionnelles
permettait aux hommes d'avoir 2 femmes. C'est-à-dire que pendant que l'autre est dans cette étape-là, de l'autre côté, il y a l'autre qui est disposé, etc., etc. Et il est aussi vrai qu'on a aussi enseigné aux hommes l'abstinence. Mais il y a des périodes où l'homme, si c'est un guerrier, si c'est... Bon, il est guerrier sur tout le plan. Quand il faut se régénérer, se faire purifier, c'est sa femme. Et il faut qu'il ait une purificatrice disponible. Tout à fait. Donc, la polygamie, voilà autant de facteurs qui ont favorisé la polygamie au sein de nos sociétés. Parce qu'on a remarqué qu'une femme qui est accélérée sexuellement pendant la période qu'elle a, parfois ça précipitait les accouchements. Bien sûr. Voilà, parfois ça suivait même le bébé dans le ventre. Parce que si jamais l'homme est allé ailleurs et qu'il vient encore entrer dans le sein, là où le bébé se développe, ça suit l'enfant qui est en train de se développer dans le ventre. Donc les anciens ont donc tenu compte de toutes ces éventualités et de tous ces dangers. Ils ont donc permis aux femmes enceintes d'être dans une situation bien protégée et saine et pure sur le plan sexuel, sur le plan psychologique, sur le plan diététique, c'est-à-dire l'alimentation, afin que la femme vienne au monde étant un esprit pur, bien portant, en bonne santé. Et une fois l'allaitement commence, la femme ne doit pas être souillée. Parce que chez nous, on dit Adam, ça veut dire que dès que l'enfant est né là, 3 mois, tu as commencé à tourner la femme. Et ça attaque le bébé. Donc, ça a réellement un impact sur l'enfant. Les seins même, le lait maternel se gâte. Donc, tout monte à suffisance qu'à un certain moment, il faut revenir sur terre. Parce qu'aujourd'hui, on raisonne sur la base des erreurs occidentales et des religions occidentales, notamment le christianisme. Où on dit qu'il y a une chair à quitter une chair pour s'unir, pour former une chair. Tu quitteras ton père et ta mère pour t'unir. Donc en fait, c'est sur des déclarations religieuses comme celle-là que les Africains ont commencé à dire que non, la polygamie est mauvaise, il y a la sorcellerie. Moi, j'ai grandi dans un foyer polygamique. Jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça, soudé avec mon petit frère et ma petite soeur, qui sont issus d'une mère différente que moi. Entre ma mère et mon père, je suis le seul enfant. Mon père a eu un garçon et une fille avec une autre femme. Et il a eu d'abord une première femme qui n'a pas fait d'enfant. Donc mon père a eu en tout 3 femmes. Et toutes ces 3 femmes, il n'y a jamais eu de conflit entre elles. C'est l'homme qui recule. D'abord, il faut savoir faire le choix des femmes. Il faut savoir faire le choix pour que ces femmes puissent cohabiter. Et il faut que celles qui viennent respectent l'aînée, c'est-à-dire la première qui est là. Et que la première prenne les autres comme ses soeurs, ses petites soeurs, etc., etc. Donc quand il n'y a pas cette régulation, il y aura le désordre immédiatement. Et en plus, l'homme ne doit jamais afficher en public qu'il préfère tel à tel, qu'il fait plus à tel plutôt qu'à tel. Il doit être impartial au niveau des partages, au niveau du jugement, au niveau de la considération, etc. Ou même au niveau de l'association. Donc, c'est cette impartialité qui fait en sorte qu'un foyer polygamique puisse prospérer dans la paix. C'est la raison pour laquelle aussi nous disons, ce ne sont pas tous les hommes qui sont nés pour être polygames. Parce que si un seul homme déjà ne peut pas contrôler un seul esprit, ce n'est pas 2 esprits qui vont contrôler. Donc, il y a les hommes qu'une seule femme le dépasse. C'est 2 qui vont réussir à gérer. Même au niveau du pilonnage, il ne peut même pas pilonner une seule. Donc, c'est quand il aura 2 qui va faire. Maintenant, au niveau de l'entretien, déjà lui-même, il n'a pas à manger. Il va nourrir la femme avec quoi? Donc, il y a même les hommes même qui ne doivent pas se marier. Mais comme la société africaine ne fonctionne pas sur le plan de l'individualisme, les familles assistaient, c'est-à-dire que quand on se rendait compte que tel est démuni, on lui donnait un champ, on lui donnait pour pouvoir créer une famille. Parce que pour nous, chez nous, c'était inconcevable de voir une femme évoluer seule ou un homme évoluer seul. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, infiltrée par des idéologies polluantes, venues par la colonisation et par les fausses religions qui pilulent aujourd'hui au cœur de nos sociétés, que la société s'est fracturée et on voit tous ces travers, tous ces vices qui s'y produisent. Il est donc question pour nous de reprendre en considération ce cadre sociologique et cosmologique qui faisait en sorte que il était difficile de voir une femme seule, il était difficile de voir un homme seul, et il était difficile de voir un enfant qui souffre parce que sa mère allait goûter le pilon alors qu'il était en train de sucer le lait maternel. Il était inconcevable d'entendre les histoires de fausses couches ou de nés prématurés. Parce que tout ça, ce sont des accidents, soit de l'alimentation, soit de l'hygiène sexuelle et l'état psychologique. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a parfois la sorcellerie qui intervient aussi, mais on prend, dans l'Afrique traditionnelle, on prenait toutes les dispositions
pour qu'une femme, une fois qu'elle est enceinte, elle soit sous une bonne protection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand l'enfant naissait, on jetait toujours il y a une herbe, une plante là, on met ça à la porte là pour que quiconque traverse pour venir faire du mal. On appelle ça mienne. Voilà, elle ne puisse pas atteindre l'enfant. Et donc c'est la même chose qui se faisait pendant que la femme était enceinte. On la mettait, elle n'allait pas au deuil. Elle ne devait pas voir les cadavres. Même quand l'enfant est encore petit, elle ne doit pas aller là où il y a dans les maisons de deuil. Donc tout ça aujourd'hui est abandonné. Les femmes sont devenues des pires, non, pas toutes, des pires idiotes, mais la majorité sont devenues des pires. Et elles sont devenues aussi des idiotes parce que leurs mères, elles-mêmes, elles ont abandonné. Leurs grands-mères ont abandonné. Donc les enfants qui naissent, hein, dès que, attendez, une mère qui a une psychologie polluante, elle va transmettre cette psychologie polluante à ses enfants, à ses filles. Et les filles vont perpétuer la psychologie polluante de génération en génération. C'est la raison pour laquelle des émissions sont comme celle-ci deviennent donc une interpellation vis-à-vis des femmes en leur disant c'est vous le symbole du sacré dans la société africaine. Le blanc est venu vous chosifier en disant que c'est vous qui avez amené le péché, que vous êtes sortis de la côte de l'homme. Tous ces mensonges-là ont été gobés par notre peuple. C'est la raison pour laquelle la femme a commencé à être chosifiée. Parce que les Africains ont oublié leur vision du monde pour embrasser les histoires des Hébreux, d'Israël et des Arabes là, avec Allah. Donc, la conception, comme j'étais en train de le dire, est un moment crucial où l'homme lui-même, avant que l'enfant ne vienne au monde, avant même d'aller vers la femme, ce n'est pas à l'issue d'une bière ou d'un casier de bière que le soir, le pilon se dresse à 3 h du matin ou à 4 h, on dit maintenant que ça se passe. Avant que la femme ne conçoive, il y a une disposition psychologique qui est prise entre les deux partenaires. Il y a une hygiène de vie qui est prise entre les deux partenaires. Donc, à un certain moment, pendant la période de la fertilité, ils ont au moins 1 semaine ou 2 semaines pour se purifier, pour se préparer, afin que l'enfant qui va entrer soit un esprit pur. Et pendant donc que l'enfant évolue, il y a des choses que la femme ne doit pas manger. Il y a des choses qu'elle doit manger. Elle ne doit pas se mettre dans un état psychologique stressant. Elle ne doit pas trop faire d'efforts physiques. Et elle ne doit pas se livrer aux ébats sexuels bestiales, etc., au risque de provoquer des avortements ou alors des fausses couches ou des naissances prématurées. Donc, les 9 mois correspondent donc aux 9 degrés de manifestation de la divinité. C'est la raison pour laquelle on dit que la femme est l'incarnation de la divinité. Parce que ce qui se passe en la femme, c'est exactement la même chose qui s'est produite lorsque la divinité s'est manifestée. Et donc, après la gestation de l'enfant au sein pendant 9 mois, il y a donc maintenant une phase de préparation de la venue de cet enfant. On met un dispositif d'accueil. Et avant même ce dispositif d'accueil, la manière dont l'enfant répond dans le ventre, on peut déjà sentir que celui-ci, c'est un guerrier qui arrive. Celui-là, c'est un enfant moins bruyant, c'est une fille. En fait, les voyants savaient déjà, ils pouvaient déjà distinguer que c'est une fille, c'est des jumeaux, c'est un garçon, c'est un guerrier, c'est un sage, c'est un machin. Donc il y a les oracles, les voyants de la famille qui préparaient déjà la venue de cet enfant. Et lors de la naissance, on rassemblait donc tout le dispositif pour que cet enfant soit accompagné en fonction de son destin, accueilli en fonction de son destin. Et il y avait donc des sages femmes, parce qu'aujourd'hui là, nos femmes vont dans les hôpitaux et les hommes partent voir nos portées des étoiles, nos secrets, ce qui ne me convient pas, parce qu'à l'époque c'est les femmes qui accouchaient les femmes. Il est inconcevable qu'un homme parte voir ton secret, c'est pas normal. Donc c'est toujours le blanc qui vient avec ce désordre là. Donc, jusqu'à on dit qu'il y a les gynécologues. Ça, c'est du n'importe quoi. S'il faut des gynécologues, il faut que ce soit essentiellement des femmes. Ça doit être un métier essentiellement dédié aux femmes. Les hommes peuvent encore faire des chirurgies du crâne, des chirurgies, mais quand c'est même des histoires, tout ce qui concerne le sexe, l'homme ne doit pas passer à côté. Donc maintenant, les hommes doivent traiter le sexe des hommes et les femmes traitent le sexe des femmes. Bon, je ne sais pas si notre législation va plus tard, tôt ou tard, si quand nous serons écoutés, quand nous allons commencer à être écoutés, d'ailleurs, je sais qu'ils nous écoutent, mais généralement, pour prendre en compte nos avis, il faut qu'on s'aligne avec eux dans leurs histoires pour commencer à dire que bon, maintenant, ce que tu disais là, comme tu es là avec nous là, on va maintenant donc
voir comment on peut intégrer ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas être avec eux parce que les choses dans lesquelles ils sont, hein, pour l'instant, me donnent fort d'eau. Donc j'espère que la nouvelle génération qui arrive va tempérer et modérer et que les rites septiens qui gangrènent notre société cessent. Nous allons commencer à collaborer avec les politiques lorsqu'ils vont sortir des rites septiens. Et quand je parle des rites septiens, ils savent très bien de quoi je parle. Et c'est ça qui m'éloigne d'eux. Parce que moi je suis un osirien, je ne suis pas un septien. Et ils sont devenus des septiens par la voie de l'église catholique, du christianisme et par la voie de la franc-maçonnerie. Donc maintenant, pour que ces gars changent, ils ne peuvent pas changer, surtout la génération qui est là, qui nous gère en Afrique actuellement. Il faut des nouvelles générations qui vont réadopter la logique osirienne et du pouvoir et la logique du pouvoir d'après Horus. Donc, une fois que l'Afrique aura changé de figure, même si je ne suis plus là, même si je suis déjà vieux, je pourrais dire à mes enfants que bon, maintenant vous pouvez commencer à vous mêler des choses politiques. Pour l'instant, nous sommes des éclaireurs, ceux qui montrent la voix, ceux qui interpellent, la voix qui résonne dans les cœurs et dans les consciences et qui est appelée à transformer ces cœurs et ces consciences. Donc, lors de la naissance, il y a donc des grandes femmes, des matriarches qui sont rassemblées pour donc prendre soin de la période de naissance. Et je rappelle que la jeune fille de 15 ans, à l'époque, savait déjà faire accoucher. Parce que l'école de la femme commençait à 7 ans. Donc à 15 ans, quand elle est déjà prête à aller en mariage, elle sait déjà comment on fait accoucher une femme. Comment on coupe le cordon ombilical, comment on pense le cordon ombilical, comment on soigne le cordon ombilical, comment on enterre le placenta, comment on lave le bébé, les premiers soins. La femme connaissait déjà ça. La femme savait lire la lune à 15 ans. Mais qu'est-ce qui se passe avec les femmes d'aujourd'hui? Elles sont perdues. Elles ne connaissent plus rien, rien du tout, à part le pilonnage. Hein? Donc, même ce pilonnage-là, il y a certaines qui sont nuls. Donc, en réalité, l'école traditionnelle des femmes doit renaître. Et il faut donc qu'on forme ces femmes à recommencer à éduquer leurs filles à devenir des femmes. Parce que quand tu vois une femme de 50 ans qui ne connaît plus rien, même comment même faire accoucher une femme, donc quand il y a une urgence, elles sont au champ entre. Quand l'enfant vient, elle ne sait pas quoi faire, elle commence à paniquer. Parfois, les bébés meurent comme ça parce que les femmes ne maîtrisent plus ces choses. Donc, la responsabilité de la femme, c'est d'accueillir la vie sur le plan spirituel et de manifester la vie afin que les autres femmes qui sont autour accueillent aussi cette vie et prennent bien soin de cette vie-là. Donc, les histoires de gynécologues hommes là, chez nous en Afrique, ça doit cesser. Il faut que les gars là cessent de voir les toutous de nos secrets, les secrets de nos femmes. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc, il était important de le dire avant de continuer. Tout à fait. Merci bien de nous éclaircir. Je voulais tantôt dire à l'entame que ce sera un thème tellement profond et surtout basé sur la femme. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec l'éducation, comme il a si bien dit. La femme comme l'âme, elle est également le pivot de la vie sociale car elle transmet des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Alors, Fredo, déroulez-nous ces savoir-être et savoir-faire. C'est vrai que vous avez déjà entamé, depuis vous parlez, mais ajoutez la particularité cette fois-ci. Je précise que quand nous voyons le 9, c'est le cercle et la spirale. Le 8, c'est toujours la double spirale. Même le 6, c'est toujours... Bon, quand tu vois, tu renverses, tu mets le 9 comme il est écrit. Après, tu mets le 6 en bas. Tu vas voir que c'est deux spirales qui sont l'autre à la tête en haut, l'autre à la tête en bas. Et ça donne le 8. C'est la combinaison du 6 et du 9 qui donne le 8. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a 3. C'est-à-dire le féminin et le masculin qui engendre l'enfant. Voilà. Donc ça c'est le secret des nombres et de la géométrie sacrée. Je ne vais pas entrer en profondeur, ça peut faire objet d'une émission. Tout à fait. Donc, en réalité, une fois qu'on a compris la mystique du 9 et du 6, la mystique du 6 est la mystique de l'incarnation.
la descente. La mystique du neuf est la mystique de l'ascension. C'est pour ça que quand l'enfant descend, il est dans le sang de la femme. Sa résurrection dans cette vie. Parce qu'il meurt. Il meurt en esprit. Et il est dans la tombe. Il sort de la tombe, c'est-à-dire de l'utérus. Hein? On l'accueille, il est devenu le bébé. Donc il ressuscite. Maintenant, quand il est déjà vieux, il rentre encore dans la tombe, c'est-à-dire dans l'utérus. Hein? Il ressuscite le troisième jour, il sort maintenant de l'esprit. C'est pour ça qu'on met souvent les lampes sur les tombes après la mort. Vous ne savez pas ça? Donc quand il meurt là, le jour qu'il meurt, oui, et qu'on l'enterre, il fait 3 jours. Quand il fait 3 jours, son esprit sort, ça s'assoit sur la tombe. Ça attend encore maintenant 6 jours. Donc le 6 que ça va faire pour descendre là, ça attend maintenant encore 6 jours pour se libérer et commencer maintenant le processus d'évolution. D'abord dans le monde des ancêtres et ensuite, si ça n'a pas bien marché, il peut revenir se réincarner pour se purger ses peines dans le corps. C'est pour ça que certains naissent avec des membres coupés. Hein? Ils naissent des lépreux, des malheureux, tout ça. Vous venez purger les choses que vous avez faites dans la vie antérieure. Donc vous voyez que le 6 c'est la descente. Oui. Le 9 c'est la sortie. Hein? Maintenant quand on t'enterre, tu fais 3 jours. Quand tu fais 3 jours, tu sors. Tu attends encore maintenant 6 jours pour maintenant te libérer. Mais sauf que quand on n'a pas fait de bons rites funéraires, quand tu sors, tu te poses là, n'est-ce pas? Tu attends 6 jours. Si on n'a pas bien fait les rites funéraires pour ouvrir la porte des ancêtres pour qu'ils t'accueillent, tu commences à errer, tu marches dans les maisons, tu casses les plats partout, etc. etc. Voilà. C'est ça qu'on appelle généralement le mauvais esprit. Les esprits errants. C'est pour ça que les rites funéraires sont importants. Les rites funéraires sont d'une importance capitale. La meilleure manière de conduire les défunts, c'est à travers les rites funéraires. C'est pour ça que nos ancêtres ont élaboré ces rites-là. C'est pas pour rien. Donc il est incongru de voir un prêtre venir faire le théâtre pendant un an, ou un pasteur, ou un imam. Les Africains ont créé un cadre pour pouvoir conduire leurs défunts dans le monde de l'au-delà. Et comme ce cadre est négligé aujourd'hui, on voit, pour ceux qui ont les yeux ouverts, beaucoup d'âmes errer partout là. Elles sont dans les poubelles en train de manger dans les poubelles. Elles sont dans les maisons en train de déranger les gens dans les maisons. Tout simplement parce que les rites funéraires ont été mal opérés. Donc, je voulais donc en cela dire que la femme est éducatrice parce qu'elle est l'incarnation de la mémoire divine. Parce qu'elle rassemble en elle le 6 et le 9 qui se résument en 8. Cette mémoire divine se manifeste donc aussi dans la mémoire sociale. L'éducation qu'elle a reçue au sein du groupe des initiées femmes qui l'ont formée à devenir une jeune fille capable d'aller en mariage. Et quand elle est devenue une femme mature, ces mêmes matriarches ont continué de l'encadrer en lui enseignant d'autres secrets. Elle devient donc la garante des secrets de la communauté. Et les groupes initiatiques femmes ont toujours été les plus puissants. Parce que l'énergie la plus puissante est rassemblée au sein de la femme. C'est pour ça que quand la femme prononce la malédiction, aucun homme ne peut enlever cette malédiction. Mais quand l'homme prononce la malédiction, les femmes peuvent enlever cette malédiction. Elle est à revoir. Voilà. Il n'y a que des femmes qui sont capables d'enlever la malédiction d'une femme. Mais aucun homme ne peut enlever la malédiction d'une femme. Donc, la parole de la femme, et c'est même encore très grave, quand elle soulève sa robe, ça devient Juju Kalaba. Elle te voit maintenant, elle te dit que tu es sorti de là. Hein? Maintenant, je te capte, maintenant, je t'emprisonne là-bas. Voilà. Donc, elle est donc la mémoire des secrets divins et la mémoire sociale. C'est la raison pour laquelle elle est donc la garante de l'éducation de base. Pourquoi? Parce que généralement, comme les hommes ont toujours été des guerriers, les hommes mouraient toujours avant les femmes. Et c'est les femmes qui restaient prendre soin des enfants. C'est donc elles qui transmettaient l'héritage traditionnel aux enfants. Et comme les Blancs ont compris ça, ils ont maintenant, avec leur christianisme, créé ce qu'on appelle les couvents, qu'on appelait les siksas, pour accueillir les jeunes filles de 10 ans, 9 ans,
Hein? Ils disent quoi? Elle vient se faire former pour le mariage. Alors que nous, on a nos écoles traditionnelles pour se faire former pour le mariage. En réalité, c'était une sorte d'endoctrinement et d'envoûtement. Oui. Et l'envoûtement se parachevait par quoi? Par le déviergement, comment je peux même appeler ça? La défloraison de ces jeunes filles. C'est le prêtre qui était le premier à dévierger ces jeunes filles-là. Et une fois qu'il a déviergé, s'il se rend compte qu'elle est très bonne, très succulée et très succulente, il la conservait et il disait maintenant qu'elle va devenir sœur. Elle ne peut plus rentrer en famille. Donc, elle devient donc la femme des prêtres. Quand elle était que bon, on dit que bon, tu as goûté, bon, c'était comment, bon, ah, c'était là, c'était pas trop, bon, ça va quand même, bon. On la conserve encore là, même 3 mois, pour que le type là se resserre un peu. Après, on dit maintenant que bon. Pour que son futur époux ne sache pas que. Ne découvre pas que le prêtre a exploré ses domaines secrets. Maintenant, on l'endoctrine. Elle a passé 2 à 3 ans d'endoctrinement où on lui dit que tout ce qui se passe là-bas au village, via le processus de confession, tu dois venir nous dire. Donc, les femmes sont donc devenues des traîtresses au sein de leur communauté. Sans toutefois le savoir, hein. L'ignorance aussi. Voilà. Et donc, elles se faisaient manipuler par des prêtres via le processus de confession qui dit que tu peux parler à l'oreille. Tu ne confesses pas à haute voix parce que quelqu'un peut être à côté, il entend que tu es en train de trahir ton mari et le chef du village. Donc, il faut aller murmurer dans l'oreille. Donc, elles sont devenues des espionnes sans le savoir. Et c'est plus tard que les hommes se sont rendus compte du fait qu'ils sont en train de s'organiser pour faire un truc, pour se rebeller contre les Blancs. La police coloniale envoie des éléments sur place, dit que mais qui est allé leur dire et machin. Et la manière dont ils voyaient leurs femmes se comporter, le meilleur corps du village, le plus gros régime de plantains et les meilleurs œufs de poules du village, c'est pour le pharaon, pour le prêtre. Donc l'homme, lui, se contente des résidus, celui qui est considéré comme être comme son mari. Il se contente des résidus. Et le jour où elle peut voir le pharaon, elle se lave même 17 fois. Et elle met les aromates traditionnels là. Elle met une robe propre pour que le gars, le diable en soutane là, quand il va arriver là-bas, puisse maintenant avoir de très bonnes impressions et lui envoyer les bénédictions de Yahweh. Donc, voilà la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Donc, cette éducation féminine de base a été rompue par cette méthode de Siksa, le couvent instauré par l'élite coloniale en complicité avec l'église catholique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la remarque la plus flagrante que nous avons, c'est que ces mères sont des adoratrices de la Vierge Marie, d'autres sont dans les églises du sommeil, où elles se jettent au sol tous les jours, elles se corchent les genoux en élevant des cris vers l'espace en disant qu'elles prient Dieu, mais sans jamais trouver de solution. Mais quelle est la conséquence? Les jeunes filles sont devenues des idiotes, des vagabonds, des filles sans principe, tout simplement parce que la colonisation a déconnecté les mamans de l'éducation traditionnelle. Voilà la conséquence flagrante de nos sociétés actuelles. Bon, dites-moi, oui, quand nous faisons ce constat, quel est l'appel que toi, ma soeur, Mahat, Oumba, tu peux lancer? La femme qui était la garante de l'éducation de base et qui est devenue ce qu'elle est devenue maintenant, l'éducation qu'elle donne aux enfants, c'est quoi? C'est Jésus. C'est TikTok. Oui, les canessons, les danses, avec les strings. Voilà l'éducation des mères. Elle se lève le matin, elle met les cils, elle met les ongles, elle tord la bouche comme ça devant le miroir. Et la petite fille voit ça. Et toi, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle copie l'exemple. Voilà. La mère sort, elle rentre à 23 h. Parce que tu es son modèle. Voilà. Donc, la société coloniale est venue détruire l'éthique et la sagesse africaine. C'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui ne savent même plus à quel sens se vouer et quoi faire. Et on observe de plus en plus de crises dans les familles, des divisions et parfois des abandons même d'enfants. Une femme qui accouche, elle abandonne l'enfant dans la poubelle. Ça, c'était des choses inconcevables. Ça dit que quand l'enfant naissait, tout le monde venait avec une assiette de nourriture. C'est chaque personne qui venait assister, tel a accouché, préparer le couscous, préparer le... etc. etc. Mais aujourd'hui, tu es abandonné à toi-même. Tu subis tout, tu supportes tout. Conséquence, ma chère, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Donc, en ce qui concerne vous, donc, les garants de l'éducation, quel est l'appel que tu peux lancer aux femmes? Véritablement, c'est que nous fassions un retour aux sources parce que, comme vous l'avez si bien démontré, la société africaine ancienne
avait une sorte d'organisation, surtout en ce qui concerne la femme. Parce que quand on sait que la femme est cet être divin qui incarne la sacralité tout entière, ça veut dire que tout passe par elle. En ce qui concerne l'éducation, que nous revoyons un peu, si nous pouvons, c'est vrai que nous sommes déjà aussi plongés, toutes les mamans, nos mamans et nos sœurs et autres, nous sommes plongés dans cette, disons ça, l'univers de la colonisation à travers le christianisme, l'islam, l'expansion et tout ça. Si on peut, comment est-ce que je peux appeler ça, se rapprocher des personnes ressources, c'est-à-dire qui peuvent encore nous véhiculer de tels messages comme vous venez tantôt de nous dire, ça se passait comment, faire des enseignements, pourquoi ne pas implémenter ça dans nos écoles, peut-être même à la base, ou bien déjà au cercle de la famille. Chaque femme devrait d'abord prendre conscience qu'avant cette ère-ci, on vivait autrement. Et autrement, c'était comment? On avait nos valeurs, on avait nos us, on avait nos coutumes, on avait nos pratiques. Déjà, savoir quels étaient ces us, ces coutumes et ces pratiques. Dès lors que chaque femme saura, je pense que ce sera la phase d'implémentation. C'est vrai que ce sera aussi un processus, mais il faut déjà se rendre compte et accepter que avant la colonisation, bien l'expansion de l'islam et bien d'autres sectes ésotériques, les Africains, bien l'Africaine avait sa manière de vivre, sa manière de concevoir, le regard qu'elle avait envers toute la société et tout ce qui vient. Donc nous sommes à l'école. Et la chaîne qui vient d'être créée, notamment Teouti Sekem, est une chaîne donc, qui permettra de véhiculer cette éducation. Oui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu as la responsabilité de créer une chaîne TikTok. Pour découper les vidéos que nous faisons là, il est diffusé massivement. Parce que je pense que sur TikTok, ça va très vite. Ça va très les vite. vidéos d'une minute, de 2 minutes, de 3 minutes, tu divises. Les petites filles vont s'intéresser à ça. Tu penses qu'elles vont entendre ça où? Les mères ne connaissent pas ça. Quand elles vont entendre, elles vont chercher à tout contacter, on fait donc comment. Maintenant, on va être à l'école traditionnelle africaine. On va redécouvrir nos valeurs. Et donc, nous sommes disposés, et nous sommes disponibles à donner ces enseignements. Et il y a aussi des mamans qui sont là. Elles sont déjà très rares, mais elles sont là, qui sont capables de donner.
aussi cette éducation à nos jeunes filles, à nos soeurs et même à d'autres mamans. Voilà, qui a dit qu'une mère ne doit plus apprendre. Donc, on apprend tous les jours. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne l'éducation de base. D'accord. Je m'en vais me balader sur une petite citation qui dit « La femme est la porte entre le monde visible et le monde invisible. » Comment ferait-on? La femme est la porte justement, quand tu vois déjà la conception, elle est la porte entre le monde invisible et le monde visible. Elle accueille ce qui est invisible, après elle met au monde ce qui est visible. Ce qui est visible. Voilà. Maintenant, dans ce qui est visible là, elle prend soin de ce qui est visible là jusqu'à ce que ça revêt que ce qui était invisible en ce qui est visible là devienne conscient. C'est-à-dire l'esprit de sagesse, la parcelle divine qui est dans le nouveau-né doit recevoir l'éducation divine que la mère incarne, afin que cette parcelle divine devienne consciente d'elle-même et consciente des principes, des lois sociales, des principes, des lois cosmiques, des principes et des lois divines. En ce moment, on parle donc d'un homme accompli, d'une femme accomplie. Et une fois tout cela est accompli, maintenant les femmes, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle pendant les rites funéraires, ce sont les femmes qui sont au centre. Ce sont les femmes qui arrangent les corps. Dans l'Afrique traditionnelle, quand quelqu'un mourait, ce sont les femmes qui partaient arranger le corps. Qui partaient chercher les herbes. Voilà. Pour préparer le corps. Maintenant, après l'enterrement, ce sont les femmes qui veillent. Qui veillent pendant une bonne période. Après, on parlait donc de veuvage, rite de veuvage. Et les femmes veillaient entre elles. Donc, à l'issue de ça, il y a maintenant un autre processus dont on va parler bien évidemment bientôt. Donc la question de la porte entre l'invisible et la visible s'opère déjà au niveau de la conception et l'accouchement. Et ça s'opère aussi dans une autre dimension au niveau de l'éducation. C'est-à-dire porter de l'état sect vers l'état Osiris ou Horus. C'est ça qu'on appelle dresser un homme. Après maintenant, ça, tu lui as révélé parce que c'est toi qui l'introduis dans les initiations. Et pour l'introduire, c'est toi qui as l'intuition féminine qui dit que cet homme est bon. Cet homme n'est pas bon. Il peut encadrer mon enfant, il ne peut pas encadrer mon enfant. La femme a cette force intuitive qui déborde et qui fait d'elle réellement une existante transcendante. Et donc c'est elle qui pressent, qui peut initier son enfant. Sur la base aussi du potentiel que l'enfant a reçu dans son ventre. Tu es capable de porter des... Mon enfant peut venir te tuer, je ne suis pas sûr que tu peux l'initier. Donc, elle sent que voilà le gars qui peut initier mon enfant. Et le jour où l'enfant sort de l'initiation, c'est la mère qui vient couronner l'initiation. Ça veut dire que la mère, elle-même, elle a commencé l'école traditionnelle et elle est déjà initiée. Parce que de 7 ans à 15 ans, c'est combien d'années? Ça fait 8 ans d'initiation primaire. Maintenant, elle évolue dans les initiations toujours au fur et à mesure qu'elle devient une femme mature. Donc elle passe toute sa vie dans les initiations. Donc par conséquent, cette éducation féminine qui avait donc pour but de cultiver l'empathie, de cultiver l'amour, de cultiver comment on appelle ça? Le fait, l'altruisme, c'est-à-dire aimer les autres. Et de cultiver le patriotisme, parce que c'est les femmes qui éduquent ça aux enfants. Vous mangez dans la même assiette avec, tu manges avec tes frères. Et tes frères sont importants. On ne peut pas attaquer ton frère. C'est la mère qui dit ça aux enfants. On ne peut pas attaquer ton frère dehors, tu restes sans rien faire. Ça commence comme ça. Il me souvient quand j'étais toute petite, quand je partais souvent pendant les périodes de vacances au village, ce que la grand-mère faisait souvent, elle sert le manioc dans une grande assiette, la sauce là-bas. Elle dit, vous tous, elle-même y compris, hein, oui. Chacun mettait la main. Voilà. Mais maintenant, nous sommes ici. Chacun a son plat. Chacun a son plat. Un jour, je me suis posé la question, j'ai dit, grand-mère, pourquoi moi je ne parviens pas à manger? Elle dit qu'il faut que tu goûtes la salive de tes frères, oui, et de tes soeurs. Oui. Pareil pour tes frères et soeurs. Ça va renforcer les liens d'unité, ça va renforcer ce qu'on appelle la famille. Donc elle expliquait même le pourquoi. Oui. Ça veut dire que c'était une grand-mère. Oui, oui. Elle était éclairée.
Donc voilà un exemple. Hein? Est-ce qu'on observe encore ça aujourd'hui? Tu vois deux frères qui évoluent chacun de son côté. Et quand ils commencent à avoir, ils jouent encore là jusqu'à 56 ans. À partir de 10 ans, chacun dans sa chambre. 14 ans, chacun a son téléphone. Ils se voient seulement au salon là. Ils disent, ah bon, moi je pars à l'école. Mais terminé. Bon, tu as vu le match, le Barça, terminé. Les choses de la famille. Donc les gars évoluent chacun de son côté. Ils ne construisent pas. Ils n'ont pas une logique de construction. Donc les femmes doivent se remettre à cette école. Nous disons les femmes doivent se remettre à cette école. La femme est la porte du visible vers l'invisible et de l'invisible vers le visible. Donc elle est la porte de la conception de l'accouchement. Elle est la porte de la prise de l'état chaotique, désordonné, certain, vers l'état osélien. C'est-à-dire permettre à l'enfant de comprendre que la vie ne se limite pas à ses désirs et à ses plaisirs, mais que la vie se transcende dans l'idéal, dans un idéal, lequel idéal est d'abord sociétal, la promotion de l'ordre, de l'équité, de l'harmonie autour de soi, sur la base des lois sociales, sur la base des lois de l'univers, de la nature. On te dit par exemple que pendant telle saison, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas uriner en regardant le soleil. Il ne faut pas cracher sur l'eau qui coule. Il ne faut pas aller déféquer sur l'eau qui coule parce que les rivières sont les lieux de purification. C'est les autoroutes des ancêtres. Il ne faut pas faire ceci, il faut respecter. On ne coupe pas tel arbre, on ne mange pas tel animal, etc. C'est sur la base. Il commence à comprendre. Et après maintenant, tu commences à lui dire, tu vois ton père est mort. Mais il n'est pas mort. Il est avec les ancêtres. C'est aussi la porte de l'autre. C'est la mère qui implique cette éducation-là. Donc, de temps en temps, quand tu veux causer avec ton père, tu me dis, la mère prend l'enfant à la main, elle va à la tombe. C'est elle qui est la porte. Là, ça nous permet immédiatement d'embrayer au niveau de la médiation. Parce qu'elle est donc la médiatrice entre la divinité et les humains. Entre les ancêtres et les humains. C'est elle qui sert de médiation. Parce qu'elle est la mémoire cosmique, elle est la mémoire divine. Le rassemblement du 6 et du 9. Qui forment donc le 8. C'est-à-dire les deux qui s'enroulent. Et le symbole de l'infini. La femme est le symbole de l'infinitude. Parce qu'elle est le symbole de la polarité. Elle est le moins d'infini, le plus de l'infini. Elle est le commencement et la fin. Elle encadre l'initiation, dans l'entrée dans l'initiation et la sortie de l'initiation. Elle te reçoit de la divinité pour te manifester en tant que fœtus. Et maintenant, elle te prend ce fœtus pour faire que tu deviens une divinité en vivant encore dans un corps, avec la conscience de l'immortalité. Et elle te prépare à ta mort. Donc, et le jour de la mort, les femmes sont encore là maintenant pour encadrer les itinéraires. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà. En ce qui concerne, d'ailleurs, j'ai vu ce que ma tante, grande sœur, qui vient qui a 94 ans, tout ce qu'elle a fait pendant le deuil, elle a veillé pour que son petit frère soit bien atterré. Même comme c'est une chrétienne mère, c'est une maman de 94 ans qui a gardé les anciens codes. La préservation, malgré qu'elle était influencée par les nations de la elle a encore gardé, elle a encore ses anciens codes. Et c'est auprès d'elle aussi, tout simplement parce qu'elle est au commencement, cette maman-là. Donc nous observons généralement dans plusieurs comme celle-là que les hommes, même quand les germes ne sont on tire, ils meurent toujours la femme. Les anciens voilà une femme qui meurt. En fait pour nous, donc nous suivons avec les grands-mères parce que c'est normal dans la société. Il y a beaucoup de choses que les enfants mourir avant leur mariage. Ou de voir cette femme mourir en ce qui concerne son mari. Parce qu'on sait dans la société que celle qui doit rester, prolonger le travail que le mari a au niveau de l'initiation, au niveau de la femme. Elle a des funérailles, etc. Et c'est elle qui va leur donner les dernières leçons avant de fermer les yeux. Voilà. Donc on savait qu'il y a toujours une grand-mère dans la maison là. Donc même quand les gars partent, ils savent qu'il y a la grand-mère qui est là. Parfois la grand-mère savait les petits-enfants. Donc, en réalité, c'est la mémoire historique. Et cette mémoire donc, est le grand réservoir, la grande source. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on prend un garçon d'ici, il épouse une fille de la raison pour laquelle on sait une alliance de l'Afrique jamais sans ou de les grands-mères étaient des grands. Et au-delà de ça,
Quand tu dis que la porte est s'asseoir au sol, il faut éviter ce que la grand-mère cherche quelqu'un. Et cette leçon se passait pendant la pleine nuit. Quand la nuit est pleine au ciel, dans l'utérus de la femme, vous allumez un petit feu et c'est la bas-fond qui brille le maïs avec les plumes. On va te chercher partout les sorciers. Vous êtes en train de piquer les jamais grand-mère. Parfois le grand-père aussi assis avec sa pile. S'il a un mois, il a juste. En dehors, en plus de la parole, parce qu'elle est là quand il fallait régler les grands problèmes. Mais la sagesse familiale, ça nous était ainsi de l'invisible vers l'invisible et du visible. La médiation, elle est de la femme sur le plan métaphysique ou spirituel. Et cette intermédiation, lorsque cette femme a atteint un haut degré d'initiation. Parce que la femme a droit de la préséance divine. Je dirais même 4 phases de Très bien dit. La première phase, c'est de la naissance à l'âge de 7 ans. Là, elle est sous la protection de la mère et du père. La deuxième phase, c'est la phase de l'âge de 7 ans à l'âge de 14-15 ans. Là, elle est sous la responsabilité des maquillages. Elle est à l'école traditionnelle où on lui enseigne quelle est la plante qui soigne ceci. Quand la lune sort comme ça, voilà, comme ça, tel mois, à telle période du mois, voilà ce qu'on fait. À telle saison, la saison pluvieuse, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu entends les grenouilles chanter, ça veut dire ça. Quand tu vois les oiseaux voler dans l'air, les criquets, ça veut dire ceci. Ça annonce la saison sèche. Ça annonce la saison pluvieuse. C'était ça l'école des femmes. Quand tu vois que ton mari est en colère, voilà comment tu dois te comporter. Tu ne dois pas confronter ton mari quand il est en colère. Voilà l'attitude que tu dois adopter. Quand il est en public, que les gens l'attaquent, voilà l'attitude que tu dois adopter. Etc. Donc les femmes étaient préparées à tout ça. Et tu vas voir que les femmes aujourd'hui sont dans la logique de la diplômée. J'ai une licence en droit, mais c'est une idiote en ce qui concerne la vie quotidienne. J'ai une licence en sciences économiques, j'ai une licence en physique, un master en mathématiques, en comptabilité. Mais va alors voir comment elle vit, comment elle raisonne. Entends même là d'abord comment elle raisonne. Tu vas te rendre compte que c'est la bouillie qui est à la place du cerveau. Donc, nous avons ce réel problème aujourd'hui auquel il faut remédier. Il y a l'école de la vie et il y a l'école de la profession. L'école de la profession, c'est pour t'amener à avoir un emploi. Et même dans ces emplois, on doit canaliser les femmes dans des emplois bien spécifiques. Là où les femmes se sentent à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène de harcèlement sexuel dans les bureaux, c'est justement parce que les femmes se retrouvent dans des endroits où elles ne doivent pas être. Donc, si l'Afrique avait régulé, l'Afrique coloniale, post-coloniale avait régulé les métiers de telle sorte que les femmes se retrouvent dans des corps de métiers où on ne va pas subir ces histoires de harcèlement sexuel, je pense que beaucoup de choses évolueraient au sein de nos sociétés aujourd'hui. Donc, il y a tellement de choses à revoir. Dans nos écoles, est-ce qu'on doit seulement envoyer l'enfant à l'école pour étudier la maths, la physique, chimie? L'instruction civique, c'est quoi? Étudier, père, travail, patrie. C'est ça l'instruction civique. La vie dans la famille. On doit intégrer ça dans les écoles. Comment connaître les plantes qui soignent? Bon, même si ça ne peut pas être dans les écoles, que les mamans se remettent à cette école. Je crois que l'école familiale est même l'école de base qui prépare déjà les femmes à devenir des grandes femmes et les hommes à devenir des grands hommes. Là maintenant, quand on va dans l'école institutionnelle, l'école classique, c'est juste pour aller étudier les maths et autres. Mais on a déjà une base existentielle au niveau de la sagesse de vie au sein de la famille qui peut faire en sorte que notre société aujourd'hui ne subisse plus ce qu'elle est en train de subir de nos jours. Donc, pour dire que la femme maintenant, elle cumule donc dans le domaine de l'intercession du visible et de l'invisible quand elle est donc devenue une grande initiée. C'est en cela que la nuit, pendant que vous dormez, c'est la mère qui sort. Elle ne sort pas de la mère, elle n'ouvre pas la porte. Mais elle ouvre une porte, mais elle n'ouvre pas la porte que vous connaissez. Donc elle se couche. Vous la voyez coucher, mais elle est là, elle veille. Et quand elle devient même très très initiée, elle ne veille plus seulement sur la maison, elle veille aussi sur le village. Sur le village. Donc elle part, elle vole là, elle plane, elle vérifie, elle vérifie. Quand elle a constaté qu'on a arraché quelque chose ici la nuit, c'est elle qui rassemble les femmes initiées pour aller reprendre ce qu'on a pris. Voilà, on appelle ça les combats astrales, les combats astraux. Les combats astraux.
Donc quand il fallait préparer une grande élite, c'est les femmes qui préparaient la grande élite. Elles cuisinaient beaucoup de plantes mélangées dans une grande marmite comme ça là. On l'amène au fleuve, on le lave d'abord là-bas avec les plantes. Les mamans parlent, elles parlent, elles parlent. Après on l'amène au village. On le fait asseoir. On lui fait maintenant des rituels publics devant tout le monde. Après tu entends qu'elle est devenue Cécile est devenue... Oh, c'est ça qu'on appelle la préparation. Maintenant, les choses même qu'on dit même que les secrets qui ont échappé, qu'il y a eu des générations qui avaient un secret, mais un secret qui est perdu. Une maman qui a atteint un niveau d'initiation est capable de chercher ce secret. Si une porte même était fermée, de trouver la clé de cette porte, de la réouvrir et de ramener ce secret. Par exemple, ceux qui avaient le don d'invisibilité, le don de téléportation, a dit qu'il est ici, bam, il se retrouve là-bas, en un clin d'œil, etc. Ou bien on tire chez lui, ça n'entre pas. Voilà. Voilà le rôle des femmes dans les sociétés. C'est elles qui maîtrisaient mieux les plantes que les hommes. Donc quand on parle du blindage de la femme, quand la femme te blinde, mais tu es en béton, don't test. Donc voilà, je ne vais pas trop creuser parce que c'est un avant-goût. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Sinon on va s'éterniser ici aujourd'hui. Donc, pour dire, c'était le sujet d'aujourd'hui. La femme est l'incarnation du sacré dans la pensée africaine pour de multiples raisons. Déjà, du point de vue biologique, Frère Todd l'a si bien expliqué, en tant que porteuse de vie, son implication sociale dans la transmission des traditions, des valeurs et des us et coutumes à des générations en génération, ainsi que le rôle spirituel que cette dernière joue en tant qu'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Il faut rappeler également que la femme est cet être sacré qui n'est pas seulement une question, que ce n'est pas seulement une question de culture en Afrique, mais aussi elle influence également les rapports sociaux et les rôles assignés aux femmes dans les sociétés africaines. Elle témoigne bien sûr de l'importance accordée à la femme dans la culture africaine et la reconnaissance de son importance pour la survie du bien-être de la communauté. Malgré, on sait que de nos jours, nous sommes tellement influencés par ces courants qui sont venus de l'autre côté de l'Occident, il est important et il est même capital que nous revenons à nos sources, que nous on se réapproprie notre histoire en qualité de femme. Les rôles que Frère Todd a cité et nous autres, nous avons eu à briefer un peu de connaissances, donc se rapprocher des initiés, se rapprocher peut-être, pourquoi pas, de la grand-mère qui est à la maison, ou bien d'une maman ressource. Certes, vrai qu'elles sont déjà vieilles, mais d'autres ne sont pas vieilles, d'autres pratiquent. Chercher ces personnes et bien évidemment, nous allons réincarner notre essence même naturelle et l'Afrique va ainsi exploser en termes de féminité, en termes de divinité. Un dernier mot pour les internautes. Un dernier mot, ce que je vais dire aux petites filles qui sont les Jésuites là, qui ne crient que le nom de Jésus jour et nuit. Ne craignez pas la spiritualité africaine parce qu'on vous a dit que c'est la sorcellerie. Oui. Ne craignez pas, parce que dans le livre, on vous dit que c'est le livre de Dieu là, il y a les gens là-bas qui marchent sur l'eau, il y a les gens là-bas qui disparaissent, il y a les gens qui jettent le feu à distance. Ça, c'est pas la sorcellerie. Là-bas, on appelle ça le miracle de Dieu. Moi, je vous dis, c'est de la manipulation tout simplement. Parce qu'il y a des hommes qui vivent encore aujourd'hui, qui sont capables de jeter le feu, qui sont capables de marcher sur l'eau, qui sont capables de multiplier les pains. Moi, j'ai connu une maman au village, quand elle préparait le mets de pistache, on appelle ça noura. Elle préparait un petit mets comme ça, avec d'autres plantes. 20 personnes mangent ce petit mets, ils sont rassasiés. C'est ça qu'on appelle chez nous noura. Et il y a les mamans qui maîtrisent encore ça. Donc, on vous raconte des trucs dans des livres, vous êtes impressionnés parce qu'on vous dit que c'est le miracle de Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu a donné l'énergie, la force, l'intelligence et la puissance à chacun de nous
de réaliser ce qu'on vous raconte dans les livres là. Mais on a fait de vous des personnes dépendantes au point où on vous a réduit à la prière. Ça dit que même la réflexion, vous n'avez même plus. Sur les choses spirituelles, vous ne voulez plus réfléchir. Dès que tu as un problème, prie au nom de Jésus. Je brise le sang de Jésus, etc., etc. Donc, nous avons cette fragilité psychologique et existentielle aujourd'hui qui gangrène notre société au point où les jeunes filles sont désormais incapables de se prendre elles-mêmes en charge et sont obligées de se replier à la responsabilité des pasteurs, des prêtres, etc., etc., de crier le nom de Jésus sur tous les toits, sans plus jamais connaître quelle est la plante qui soigne ceci, quelle est la, quand j'ai les maux de tête, au lieu d'aller chercher la plante qui soigne, prie Jésus pour que les maux de tête soient brisés. Quand elle a des difficultés pour trouver un vrai homme dans sa vie, elle demande à qui? À Jésus. Alors qu'il y a des plantes là, de purification, que tu prends ça, tu mélanges dans l'eau. Quand tu sors, un cancan boy sort seulement, il dit que voilà l'amour de ma vie, la chair de ma chair, et ta vie change le jour là. Donc pendant que toi tu passes des neuvaines, des nuits de prière, quelqu'un règle ce problème en 2 jours. La jeune fille prend son bain avec des plantes, quand elle sort, elle est propre. Elle a dégagé toutes les énergies négatives qu'elle avait. Maintenant, il ne suffit pas aussi de dire que la prière ou les plantes, il faut corriger votre propre caractère. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi des sales caractères, et vous dites que vous êtes des filles de Jésus, etc. Alors que vous êtes des diablesses qui sont renfermées dans un beau corps. Donc corrigez d'abord vos caractères, et afin que, en réalité, les hommes puissent vous prendre au sérieux. Donc là, je m'adresse aux femmes, puisque c'est une émission consacrée aux femmes. Donc, les jeunes filles aujourd'hui qui ont des problèmes en ce qui concerne la conception, en ce qui concerne les relations amoureuses, en ce qui concerne la vie professionnelle, en ce qui concerne même l'école, que ça ne va pas à l'école, on trouve des solutions dans la vie quotidienne. Ce n'est pas dans la prière. Parce que nous, là, moi, quand j'ai un problème, je ne prie pas. Si je sais que demain, je vais quelque part, je me prépare à aller à cet endroit. C'est-à-dire que le matin, et je regarde comment la journée m'annonce. Quand je vois que la journée, s'il me dit que c'est pas bon, ne pars pas, je ne pars pas. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu vas prier que ça va résoudre le problème. Donc, il faut connaître. C'est la connaissance qui libère, ce n'est pas la foi ou la croyance qui libère. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en Afrique, on dit, quand tu ne connais pas, apprends. N'aie pas la foi, apprends. Otep. Otep, merci chers internautes. Il faut retenir que la femme est une manifestation de la divinité. On se revoit pour notre capsule. Portez-vous bien.